avec le premier mot, qui consiste à l'administration des identités, bon, de l'identité sur Azure. Donc, comme le titre l'indique, il va s'agir d'apprendre à gérer les accès des utilisateurs, les accès aux applications et aux services sur le cloud, précisément Azure. Donc, l'identité sur Azure, c'est rien d'autre que, euh, bon, je vais faire une analogie, hein, comme la carte d'identité numérique qui va vous permettre, en fait, de confirmer votre identité, vos informations, afin de pouvoir accéder à des ressources ou à des services sur le cloud Azure. Voilà. Donc, c'est réellement de comment se connecter, comment accéder aux ressources que ce module traite. Donc, si on a l'objectif d'apprentissage, bon, pour ce module, je vais essayer de faire toutes les slides, comme vous comprenez, parce que pour les prochains modules, il y a des slides dont on va s'en passer, comme par exemple celle-là, où on rappelle juste de, de quoi il va s'agir dans la formation. Donc, l'objectif d'apprentissage, c'est de comprendre ce que c'est que Microsoft Entra ID, créer, configurer, gérer les identités. Donc, à la fin aussi, vous aurez un lab sur les identités sur Azure. Donc, on va parler maintenant de Microsoft Entra ID. Ici, c'est simple. On va explorer et définir les différents concepts autour de Azure, autour de l'élément qui va nous permettre de gérer les identités et aussi de le comparer avec ce qu'on connaissait avant on-prem. Donc, ça sera ça l'objectif de cette partie. Donc, on va examiner Microsoft Entra ID et décrire les concepts de Microsoft Entra ID, comparer Microsoft Entra ID et Active Directory, comparer les différents plans P1 et P2 de Microsoft Entra ID, implémenter la réinitialisation en self-service ou en mot de passe libre euh, au niveau d'Azure, et puis un petit récap au niveau de cet apprentissage. Donc, ce contenu, c'est-à-dire tout ce qui est gestion d'identité, va compter pour 20 à 25% au niveau de l'examen. Donc, c'est juste ce module, ayez en tête qu'il va compter entre 20 et 25% à l'examen. Donc, vous aurez peut-être 6 à 10 questions dans ce module-là. Donc, ici, on essaie de nous montrer le concept euh, des identités et comment Azure arrive à gérer nos identités. Généralement, toutes les entreprises ont déjà une infrastructure on-prem. En tout cas, les entreprises qui sont nées avant, même après, même l'aspect cloud, ont généralement au moins une infrastructure on-prem avant de, d'avancer vers le cloud. Donc ici, faut savoir que l'identité, comme je l'avais dit, c'est simplement des informations ou bien quelque chose qui vous permet de vous authentifier. C'est-à-dire qui va vous permettre de prouver que vous êtes la personne adéquate à accéder à la ressource, la personne, c'est-à-dire ou bien un appareil, parce qu'on authentifie aussi un appareil, ou bien vous êtes une application, ou bien vous êtes un service. Après, derrière l'identité, on a aussi la notion de compte. Donc, le compte,
C'est une identité avec les informations supplémentaires, c'est-à-dire comme votre nom, votre adresse mail, etc., etc. Et aussi, vous avez Microsoft Entra ID. Microsoft Entra ID, c'est l'équivalent de Active Directory on-prem. Donc, Active Directory, c'est on-prem, c'est un annuaire qui nous permet de conserver et de gérer toutes les identités, euh, c'est-à-dire les comptes, les ordinateurs, la réinitialisation des mots de passe, de tout ce qui doit se connecter. Donc, il va permettre de centraliser ces informations. Donc, c'est pareil que Microsoft Entra ID, mais sauf que lui, il est dans le cloud, au niveau d'Azure. Donc, lui, il va faire pratiquement le même travail que euh, Active Directory on-prem. Donc, sur ce schéma-là, on observe un cas de, un cas d'une structure hybride, c'est-à-dire où on a, on a une infrastructure on-prem. Donc, tout à gauche, on a une infrastructure on-prem. Donc, c'est pourquoi là, il y a un réseau virtuel, il y a un domaine manager, tout ça. Donc, certainement Active Directory ou bien un autre type d'annuaire. Et on a Microsoft Entra ID. Microsoft Entra ID. Et ensuite, on a, euh, non, pardon, je me suis trompé. On a plutôt l'Active Directory local on-prem tout à droite. On a Entra ID. Et maintenant, on a tout l'environnement qui est géré par Microsoft au niveau de Azure. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que toutes les informations qui sont on-prem vont être récupérées et synchronisées grâce à Microsoft Entra ID Connect. Donc, lui, c'est la solution Azure qui est couplée à Microsoft Entra ID qui va vous permettre d'effectuer la synchronisation entre les données on-prem de votre Active Directory local vers Azure afin que vous n'ayez pas forcément à recréer tout, tout des zéros directement dans Microsoft Entra ID. Vous allez conserver. Je vais finir ça avant que de te répondre à ta question. Donc, vous allez récupérer automatiquement les mêmes informations on-prem vers votre environnement Azure pour que les mêmes informations de connexion on-prem puissent être utilisées vers votre environnement Azure. Donc, vous aurez l'opportunité de pouvoir vous connecter directement à votre infrastructure ou équipements ou applications qui sont locales avec ces mêmes identités locales, mais aussi vous connecter à l'environnement Azure à partir de ces mêmes informations grâce à la synchronisation qui a été faite et grâce à Microsoft Entra ID. Et avec les informations qui ont été synchronisées et répliquées au niveau de Entra ID, vous pourrez maintenant accéder à cet environnement, à, aux, aux applications et puis aussi aux différentes fonctionnalités qui, dont vous allez vouloir utiliser au niveau d'Azure. Donc, pour ce faire, vous allez devoir avoir aussi ce qu'on appelle un abonnement au niveau d'Azure pour pouvoir utiliser toutes ces fonctionnalités de synchronisation à ce niveau-là. Oui, je sais plus qui a levé la main. Tu peux prendre la parole, hein. Parce que désolé, je ne sais plus qui avait levé la main. Non, c'est bon, c'est bon. Oui, ouais, c'est Andy, non? Oui, oui. Ok. Et je voulais bien comprendre, au fait, Oui. si je, si je, si je résume bien, Mhm. Active Directory, bon, Mhm. Entra ID qui est devenu, Active Directory qui est devenu Entra ID,
c'est Non, de plateforme. c'est pas Active Directory, c'est Azure Active Directory qui est devenu Entra ID. OK. Donc, Intra-ID, c'est Mhm. de plateforme de réplication des données de sécurité Non, qu'on avait. non. OK, OK. Alors, comme Dominique l'a dit, euh, dans l'environnement Microsoft, il y a ce qu'on appelle un gestionnaire d'identité. En général, vous entendrez parler d'annuaire. Et cet annuaire, annuaire comme annuaire téléphonique, hein, l'annuaire permet d'avoir toutes les informations sur les gens. Hein, son nom, où il habite, le numéro de téléphone, tout ça, c'est la même chose. Donc, l'annuaire ici, qu'on appelle Active Directory, qui gère les identités, c'est son identique sur le cloud qu'on appelle Intra ID. Et ce que Dominique expliquait, c'est que si par exemple, tu es dans ton organisation actuelle, vous êtes par exemple 700, 800 ou bien même 1000 et quelques utilisateurs, et que demain, le top management décide de migrer vers le cloud, arriver sur le cloud, tu n'auras pas besoin d'aller recréer ces mêmes 800 comptes ou bien ces 1000 et quelques comptes. Et il y a un outil qu'on appelle Microsoft Entra ID Connect. Connect. C'est-à-dire que c'est Entra ID Connect, c'est une petite application que tu prends, tu télécharges, que tu installes. Tu peux installer même sur ton PC Windows 11 et il va te permettre de synchroniser tes données d'annuaire, c'est-à-dire les comptes des utilisateurs, les groupes, les mots de passe, les SSID, tout ce que tu auras paramétré sur l'AD on-prem là, lui, il va les synchroniser vers Microsoft Entra ID qui est dans le cloud. Et D'accord. c'est bon, non? Oui, Voilà. j'ai compris. C'est-à-dire, ils n'ont Mhm. fait que virtualiser ce qui existait physiquement en termes de compte, de sorte à ce qu'ils puissent récupérer les informations au cas où on veut migrer, au fait. Voilà. Voilà. Et OK. puis même pas seulement dans une situation de migration. Il a parlé aussi d'infrastructures hybrides. Dans une organisation, Microsoft le conseille, autant que cela est possible, il faut avoir une configuration hybride. Donc, ça veut dire que il y aura des éléments, des applications, bien entendu, qu'on ne pourra jamais migrer sur le cloud. Voilà. Et c'est que ce sont des applications qui vont, par exemple, rester toujours on-prem et ils auront toujours besoin d'un AD pour pouvoir les manager. Et puis, il y a des applications, bien entendu, qu'on a cette facilité d'envoyer sur le cloud. Donc, ça fait qu'on aura les deux en même temps, une partie sur le cloud, une partie on-prem. Et dans ce cas-là, pour ne pas que moi, par exemple, si je suis utilisateur, j'ai un compte dans l'AD local. Je prends pour me connecter aux applications locales. Quand j'arrive sur Azure, normalement, s'il n'y a pas de synchronisation de réplication, je dois avoir un autre compte là-bas ou bien un autre mot de passe là-bas. Et donc, pour éviter tout ça, Azure a des... Pardon, désolé, j'ai dit l'ancien nom. C'est Intra ID Connect permet d'avoir les mots de passe modifiés des deux côtés qui se synchronisent. Vous comprenez? Voilà, ça c'est le rôle ça de Intra ID Connect. En plus de cela, le Intra ID permet de gérer ce qu'on appelle les fédérations. C'est très important. Les fédérations, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs domaines AD qui vont pouvoir s'échanger des informations pour pouvoir identifier les utilisateurs. Voilà. Intra ID également va te permettre d'implémenter des solutions ou bien des fonctionnalités de sécurité telles que bon, ce qu'on appelle le MFA, hein, Multifactor Authentication, où en plus du compte, du mot de passe, c'est-à-dire du login et du mot de passe, on aura recours à un troisième niveau de vérification. Ça peut être par puce, ça peut être par appel sur ton téléphone, par un message, ou bien un code qu'on envoie à ton téléphone, ou bien une application Le installée sur ton but, c'est de, téléphone. Voilà, le but, c'est de multiplier les couches, au fait, de sécurité, au fait. effectivement. Donc D'augmenter ça, le niveau, au fait. voilà. Parce qu'on peut facilement voler le login et le mot de passe. Mais on se dit que le téléphone, c'est quelque chose qui est personnel. Donc, si Intra ID envoie un code sur le téléphone, à part le propriétaire du téléphone, personne d'autre ne peut voir.
Donc, ça, c'est un exemple au niveau du MFA. Intra ID va nous permettre également d'implémenter ce qu'on appelle l'accès conditionnel. On verra quand on va arriver sur les applications. C'est-à-dire que vous créez une application web tout de suite. Quand vous implémentez l'accès conditionnel, vous pouvez dire, bon, pour que quelqu'un puisse accéder à cette application, il faut que la personne dispose par exemple d'un compte Gmail, d'un compte LinkedIn. C'est un exemple d'un compte Facebook, d'un compte Twitter, je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Et tant que la personne n'a pas fourni ces éléments d'identification, la personne n'aura pas accès à l'application. Voilà un peu présenter ce que Intra ID peut nous permettre de faire. Voilà. Oui. Bonjour. OK. Donc, ici, on décrit rapidement quelques concepts nécessaires pour la compréhension de Microsoft Entra ID. Donc, une identité, donc, comme je le disais, euh, c'est simplement quelque chose qui peut être authentifié. Donc, ici, c'est un objet, une ressource, une personne, une application, un appareil. Donc, c'est ce qui est considéré comme identité au niveau de Microsoft Entra ID. Et le compte, c'est aussi une identité qui, qui a plutôt ici des informations supplémentaires, qui, à savoir par exemple le nom, votre adresse, email, numéro de téléphone, lieu d'habitation, ce genre de choses. Donc c'est ce qui permet de caractériser le compte. Ensuite, on a le compte intra-ID. Donc ici, c'est un compte spécifique qui est créé euh, dans dans Microsoft Entra ID ou bien à l'aide d'un autre service Microsoft. Donc, ça peut être aussi à l'aide comment on appelle ça, de l'AD local, donc Active Directory. Donc, dans le cas d'une synchronisation, on ne va pas créer directement dans Entra ID. Donc, voilà pourquoi on parle aussi d'autres services cloud. Ça peut être aussi, même avec Microsoft 365, c'est vrai que c'est relié à Entra ID, mais ça peut être aussi dans d'autres services cloud de Microsoft. Comme les services publics, par exemple, de Microsoft. Voilà, Hein? Live, Voilà, les comptes Hotmail, Hotmail. Outlook.com, tout ça, ce sont des solutions cloud, hein, publiques. Hein. On les utilise gratuitement, mais derrière, il y a aussi un gestionnaire d'annuaire, une identité comme Intra-ID. Et ici, je voulais vous expliquer un petit truc rapidement. Dominique, excuse-moi. C'est Oui, oui. que tu sois dans Intra ID sur Azure, que tu sois dans Hotmail, que tu sois dans Live ou que tu sois dans Outlook.fr, il faut savoir que tout ça, ce sont des services que Microsoft nous vend. Mais derrière, il y a un seul backbone pour nos amis qui ont fait le réseau. C'est que derrière, c'est que la source est unique en fait. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu es dans Intra ID, tu as la possibilité de pouvoir manager des comptes qui viennent de tous ces services-là de Microsoft. On vous parle d'un autre compte ou bien d'un compte créé avec d'autres services cloud de Microsoft. C'est la raison pour laquelle vous avez conseillé de nous connecter voilà, sur nos comptes Azure avec les comptes Hotmail qu'on avait déjà créés pour faciliter. Voilà. OK. Donc, tu vois que Azure, tu as Hotmail. Et puis, si vous avez remarqué, le jour qu'on ouvrait les labs aussi, je vous ai dit, c'est qu'on est compte Gmail. Mais vous voyez qu'il y a Gmail qui est à part, et puis on est sur une plateforme cloud de lab qui appartient à Microsoft. Tout à l'heure, je vous parlais qu'on appelle ça, de fédération. Donc, ça dit la plateforme de Microsoft pour les labs a la possibilité de pouvoir vous authentifier avec votre compte Gmail. C'est aussi ça la magie d'Intra ID. Mais bon, tout ça là, enfin,
Les gens ne savent pas trop, donc les gens ne peuvent pas vous expliquer. Voilà. C'est bon? N'allez pas Je dire, peux poser une question. n'allez pas dire aux gens aussi que les gens les suivaient ou bien les gens les piratent. Voilà. Même si Donc, ça existe. Oui. si je comprends bien, si je Oui. comprends bien, pour qu'il puisse avoir fédération comme ça Uh-huh. suppose que Microsoft a accès au fait aux données, à certaines données, il dit, numériques, traces numériques qu'on a de Gmail au fait. Oui, Ils ont oui, accès bien au sûr. fait à la base de données Oui, 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 en oui. termes d'empreinte numérique, quoi. Oui, 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 c'est comme ça. D'accord. Mais OK. on ne vous dira pas ça. C'est ici que je peux te dire ça. Sinon, le Non, commun mais des... j'avais compris, hein. Ah, ok. Moi, j'ai compris. C'est Ah, qu'il n'y a pas de souci. ah. Parce que si, c'est pourquoi on parle de protection des données à caractère personnel. Mais ces entreprises-là, excusez-moi du terme, se foutent de nous à la limite. Voilà. Quand tu veux te connecter, on te dit non, il faut cocher oui, 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 oui. Mais tous les oui que tu coches là, c'est un service gratuit que tu rends. Mais en réalité, derrière, tu as donné ton accord pour qu'ils puissent utiliser tes données à des fins commerciales. Et c'est ce qu'ils font. Voilà. Donc, désolé hein, pour ceux que ça choque, mais c'est comme ça. Ouais, Dominique, vas-y. Donc, le locataire ou annuel. Donc, ici, c'est votre espace dédié, sécurisé dans, euh, dans le cloud Azure, donc à partir de Microsoft Entra ID. Donc, ici, vous voyez ça, bon, moi j'aime bien cette analogie. Hein. Vous voyez ça comme vous avez votre propre immeuble qui est par exemple dans un grand complexe. Le complexe est de Microsoft Entra ID. Donc, chaque organisation, lui, va s'inscrire euh, au service Azure. Hein. Par exemple, ça peut être via Microsoft 365 ou bien directement à partir d'Azure. Donc, il va obtenir automatiquement une place dans ce complexe. Donc, s'il y a plusieurs chambres, par exemple, ou bien plusieurs immeubles, soit il prend un immeuble, soit il prend une chambre. Donc, c'est pourquoi on prend souvent les termes de locataire ou bien annuel. Donc, vous louez une place dédiée dans leur environnement. Voilà. C'est purement pour votre organisation. C'est totalement isolé des autres organisations et de tout ce qui se passe dans Azure concernant les autres clients. Donc, c'est totalement dédié à vous. Je fais un complément pour nos amis de base de données. Ils vont aussi comprendre. C'est comme si on prenait une base de données, hein, SQL ou bien, c'est pas Oracle, qui est, si vous voulez, Azure, hein, Azure, l'enveloppe Azure. Et à l'intérieur de cette base de données, on crée des instances pour pouvoir gérer des applications. Et chaque instance, je ne dirais pas autonome, mais chaque instance est isolée, hein, des autres instances qui existent. C'est comme ça, cette affaire de locataire ou annuaire. Donc, c'est pas parce qu'on est tous dans le même Azure que ce qui se passe chez mon voisin aura des répercussions chez moi. Non. Voilà. Les instances sont dédiées. Donc, c'est comme une instance de base de données est dédiée et isolée des autres. Donc, si moi, j'ai mon instance de Fitech, si je fous du bordel là-dedans, ça n'impacte même pas les autres instances qui sont à côté. Voilà. C'est aussi ça. C'est un peu comme une base de données avec les trucs. Oui, Andy. Donc, si je comprends bien, Oui, tu as bien bon, compris. non, bon, j'ai une entreprise. Oui, À l'intérieur de la même entreprise, il peut y avoir plusieurs instances. bien sûr. Partant du principe que si j'ai une application et Mm, que, bon, nous on fait du réseau, donc c'est un peu par rapport à ça. Si mm, j'ai différentes applications ou bien différentes zones, je veux dire, il y a un réseau, il y a différents services mm. pas que telle personne entre. Donc là, si je comprends bien, on crée toute cette base de données-là pour après, au fait, connecter les services, applications, bien réseaux qui sont. Non, là, tu es parti loin. Je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, si on veut gérer la sécurité sur ce côté, on n'a pas besoin d'avoir plusieurs instances ou bien plusieurs annuaires.
À l'intérieur de la même instance, tu peux gérer la sécurité sur les accès aux applications et consorts. Je vois, je Alors, vois, je vois. l'exemple que je voulais donner pour appuyer ce que tu dis, c'est que, par exemple, il faut savoir que l'annuaire est adossé à un nom de domaine. Voilà. C'est ce que vous devez savoir. Donc, par exemple, si je prends une société comme la Société Générale ne peut pas dire non, je vais avoir deux ou trois annuaires avec le même nom de domaine, sociétégénérale.com. C'est pas possible. L'annuaire est associé au nom de domaine. C'est bon? Oui, oui, c'est bon, je vois, je comprends. Voilà. Un peu ça. Et c'est pourquoi on dit le terme locataire désigne une instance qui représente une organisation. Donc, une organisation ne peut pas. Bon, si l'organisation a plusieurs domaines, elle peut avoir plusieurs instances ou bien plusieurs locataires. Voilà. Ça aussi, il n'y a pas de problème. OK. Mhm. Parce que chaque instance sera identifiée par, comment je vais dire ça? Donc, c'est ça, par un nom de domaine. À l'intérieur de l'instance, on peut avoir des abonnements, ainsi de suite, tout ça. Ok. Ouais, vas-y. Donc, l'abonnement, bien sûr, c'est ce qui va vous permettre de payer les services cloud, mais réellement, c'est l'accord de facturation qui va exister entre le client et les services cloud de Microsoft. Donc, c'est grâce à cet abonnement que vous allez pouvoir payer vos services comme les machines virtuelles, le stockage, euh, les load balancers et tout ce qui va avec. Bon, ici, maintenant, on va essayer de mettre en évidence les différences clés entre Active Directory et, que l'on installe, par exemple, sur ses propres serveurs euh, et Microsoft Entra ID, qui est, lui, un service dans le cloud. Donc, Microsoft Entra ID, c'est principalement une solution euh, d'identité pour le cloud et aussi pour les applications en ligne. Donc, pour tous les déploiements que vous allez effectuer sur Azure, vous allez utiliser généralement, si vous utilisez des identités, ce sera des identités qui seront sur Azure. Ça peut être des identités synchronisées, mais ce seront des identités qui seront avant tout sur Azure pour pouvoir être utilisées. C'est pareil aussi pour les services cloud. Donc, si vous utilisez Office 365, ça sera aussi une identité, mais qui existe sur Azure, donc sur Entra-ID. Si vous utilisez Outlook, Google, non pas Google encore, Outlook, Live, tout ça, ça sera aussi les identités qui existeront dans le cloud, mais via aussi Microsoft Entra ID. Sauf que vous ne verrez pas. Donc, si vous utilisez par exemple Live ou bien Outlook gratuit des clients, euh, ça sera aussi derrière Microsoft Entra ID qui va gérer toutes les identités. Et Entra ID est une solution qui est orientée web. Donc, elle va utiliser les protocoles comme euh, HTTPS pour pouvoir communiquer via ce qu'on appelle des API. Voilà, vous pourrez interroger l'environnement Azure ou même l'environnement sauf Intra-ID via des API, donc via le web. Aussi, en plus de ces protocoles HTTP, HTTPS, vous pouvez utiliser également des standards d'authentification comme le XAML, le WS Federation, OpenID Connect et aussi pour
sur le O-Authentication. Donc ça, il s'agit des authentifications liées au SSO, donc à la connexion unique, avec des identifiants uniques. Parce que peut-être que vous êtes déjà connecté sur une application où vous n'avez pas eu besoin de mettre des mots de passe. Par contre, il y a eu une authentification. Donc, ça, c'est généralement derrière du SSO. Vous utilisez soit vos informations euh, de connexion de vos mails. Donc, si vous utilisez Microsoft, ça sera Microsoft. Si c'est un autre annuaire, vous allez utiliser, ce sera l'autre annuaire qui va gérer l'authentification. Donc, les protocoles qui seront le plus utilisés pour le SSO ou ce genre d'authentification, hein, euh, c'est ceux cités. SAML, qui est directement intégré, qui est le plus utilisé, même qui est directement intégré sur la plateforme Azure. Il y a OpenID Connect, qui est le standard universel qui peut être utilisé dans plusieurs autres environnements, mais aussi qui est incorporé sur Azure. Donc, souvent, vous verrez OIDC, sachez que c'est OpenID Connect. Et il y a aussi Authentication. Il n'est plus très utilisé. C'est vrai qu'il y a une version 2 maintenant, mais il n'est plus tellement utilisé. Ce que vous verrez le plus souvent, ce sera du XAML, OpenID. Le WS Federation, ça aussi n'est plus vraiment utilisé parce que la configuration était très, 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 très lourde. Très, très lourde. Euh, donc, ces éléments-là vont vous permettre de gérer les connexions, les authentifications, mais aussi d'effectuer de la fédération, c'est-à-dire de connecter l'environnement Azure vers d'autres environnements, ou bien vers d'autres services tiers, par exemple Facebook, où vous pouvez utiliser ce type d'identification, des types d'authentification pour vous connecter à un environnement Facebook ou bien à un autre environnement, un autre service tiers. Vous utilisez les identités de votre environnement intra-ID ou bien Azure pour vous connecter à un autre service tiers. Et en même temps, c'est ce qui se passe, même quand vous utilisez vos applications, qui peuvent être dans un autre cloud ou bien dans un autre locataire, vous pouvez utiliser ces mêmes informations-là pour faire le SSO ou bien pour gérer votre authentification vers ces services-là. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas le cas de Facebook, mais pour dire que oui, vous pouvez utiliser de grosses applications. En ut- Vous pouvez vous connecter à de grosses applications en utilisant les identités de Microsoft. Et contrairement à l'AD traditionnel, donc Active Directory, euh, qui, lui, utilisait des unités d'organisation pour vraiment segmenter ou organiser une certaine, oui, avoir une arborescence au niveau de la hiérarchisation. Ici, Microsoft Entra ID a une surface qui est plutôt plate. Ici, les seuls éléments d'organisation, ce sont les utilisateurs des groupes. Il n'y a pas de GPO, il n'y a pas de stratégie de groupe comme au niveau de la Active Directory classique. C'est pas possible de faire ça. Ici, ce qu'il peut faire, ce qu'il est autorisé ou bien ce qu'il est possible de faire, c'est d'appliquer des stratégies sur des ressources, mais pas des stratégies sur des objets, pas de GPO, euh, pas de structuration classique comme au niveau de Active Directory. C'est pas possible de faire. Et là, on va voir les différents plans au niveau de Microsoft Entra ID. Donc, Microsoft Entra ID a
différentes versions. Il y a certaines qui sont gratuites et il y en a d'autres qui sont payantes. Donc, comme on le voit sur le tableau, les payantes sont à partir de P1. Et c'est ce que vous allez utiliser le plus, P1 et P2. C'est ce que les entreprises utilisent le plus. Donc, c'est sûr que l'offre gratuite ne va pas vous fournir assez de fonctionnalités. Et par contre, les offres payantes vont rajouter des coûts supplémentaires de fonctionnalités très intéressantes et dédiées aux entreprises. Donc, le gratuit, lui, il va inclure l'authentification unique en illimité. Donc, si vous voyez authentification unique, c'est ce dont je parlais, le SSO. Euh, également, l'authentification cloud est fédérée. Euh, le portail de gestion des comptes en libre service et puis l'authentification en multifacteur. Donc, si vous avez un compte gratuit, pardon, vous choisissez le plan gratuit, voici les fonctionnalités que vous aurez. Par contre, au P1, là, se rajoute la gestion avancée des groupes, l'accès conditionnel et l'approvisionnement automatisé d'utilisateurs de groupes dans les applications. On se rend compte que là, on va vraiment sur quelque chose d'un peu plus professionnel, donc lié aux entreprises. Donc, c'est le P1. Ça il sera utilisé, par exemple, pour des petites organisations ou bien qui débutent souvent sur Azure, qui ne nécessitent pas forcément de très haut niveau de sécurité ou de gestion. Mais pour des entreprises vraiment assez bien établies, bien structurées, qui ont, par exemple, un environnement qui gère le système, le réseau, la sécurité, vont généralement utiliser le P2. Donc, le P2 qui va vous donner accès à toutes les fonctionnalités sauf à la gouvernance avancée des identités. Et pour avoir accès à ça, il faudra utiliser la suite Microsoft Intra. Lui, il aborde juste l'approvisionnement automatisé des utilisateurs dans les groupes d'applications, les PIM, donc Privilege Identity Management, et la gouvernance avancée des identités. Donc ici, c'est plus gouvernance, sécurité et accès aux données. Oui, oui. Oui, tu peux poser ta question. Hein, d'accord. J'ai deux questions. La première, la zone gratuite que je vois là, ça me fait penser à la façon dont Google, au fait, gère voilà, ses authentifications aujourd'hui, parce qu'on a vu qu'avant, c'était unique et puis maintenant, on met à double facteur. Donc, je veux savoir si c'est quasiment la même chose. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, ou quand tu essaies de te connecter, malgré que tu as mis tes accès, on t'envoie un SMS ou un message. Donc, quand je regarde la liste, là, authentification fédérée, unique, jusqu'à multifacteur, ça me fait penser à ça. Maintenant, bon, peut-être que c'est pas là-bas que mon esprit devait partir. C'est pour ça que je pose la question, justement. D'accord. Bon, ben, en fait, c'est tout à fait normal hein, parce que euh, généralement, le SSO pour les applications publiques n'est pas activé. Donc, authentification unique illimitée, non. Authentification cloud fédérée, peut-être. Pourquoi? Parce que sur Google, je pense pas qu'on puisse utiliser un compte Hotmail, un compte Yahoo sur Google. D'accord. Donc, ça, je pense que non. Le portail de gestion des comptes en libre service. Bon, peut-être si vous avez un compte entreprise là-bas, vous pourrez gérer d'autres comptes, oui, en libre service. Je pense que tous euh, les gestionnaires d'annuaires fournissent ce service-là. L'authentification multifacteur, oui, pour les services publics, c'est vraiment la norme. C'est vraiment la norme. Parce que même maintenant, sur Facebook, à un moment donné, on vous demande de
comment on appelle ça, d'activer l'authentification deux facteurs. D'accord. Maintenant, ma deuxième question. Les endroits où, suite Microsoft Entra, là, je suppose que les endroits qui ne sont pas cochés sont les parties qui sont gérées par Azure eux-mêmes. Donc, Ah non, non, non. C'est parce que, en fait, ça vient en supplément. d'accord. Ça vient en supplément. Donc, si vous avez par exemple un service gouvernance, sécurité, c'est pourquoi ils disent généralement c'est pour des entreprises qui sont totalement, bon, très bien établies, très bien structurées et qui veulent quand même pousser au niveau de la gouvernance et de la sécurité. Ils vont, en plus peut-être du P2, vont rajouter la suite Microsoft Entra. Et c'est vraiment OK. utilisé dans des cas spécifiques, hein. OK, c'est bon pour moi. Maintenant, on va voir la réinitialisation des mots de passe en libre service au niveau de Microsoft Entra ici. Ici, la réinitialisation des mots de passe en libre service que vous verrez souvent dans le document où ça sera noté le SSPR. Donc, c'est Service Password Reset. Du coup, va permettre aux utilisateurs de réinitialiser eux-mêmes leurs propres mots de passe oubliés, sans que vous ayez forcément à appeler le service informatique ou bien les administrateurs. Parce que on sait que dans les entreprises, il y a toujours des personnes chaque semaine qui, qui disent que leur compte ne fonctionne pas, ils savent pas pourquoi et qu'il y a un problème sur leur compte. Alors, souvent, c'est parce qu'ils oublient le mot de passe. Ça, on sait tous ça, mais voilà, ils continuent. Soit ils sont distraits, soit ils mélangent les mots de passe. Même si c'est vous-même, vous êtes déplacé pour les aider à modifier. Même si vous connaissez même le mot de passe, le jour, par exemple, au bout d'une semaine ou 5 jours, ils vont vous dire, ah, ça passe pas, ça passe pas. Quand vous leur donnez le bon mot de passe, ils se rendent compte que ce sont eux qui ont oublié ou bien, bref. Donc, ce service-là est là pour permettre aux utilisateurs de eux-mêmes modifier leur mot de passe. Donc, mais pour pouvoir le faire, il va falloir que ça soit configuré ou bien sinon activé pour certains comptes, soit pour l'organisation, soit pour certains comptes. Mais on va pas permettre à tout le monde aussi de pouvoir totalement modifier son mot de passe. Donc, il faut d'abord déterminer qui peut utiliser ce service-là. Comme je l'ai dit, on veut pas que ça soit euh, utilisé par tout le monde. Ensuite, on va choisir les méthodes d'authentification obligatoires et les méthodes disponibles. Voilà. Donc, pour plus de sécurité, parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un, par exemple, il y a des gens qui aiment se lever de leur bureau sans verrouiller leur ordinateur. Ça n'arrive pas tout. Et ça, c'est pas une bonne pratique. Du coup, pour éviter que quelqu'un utilise les accès ou bien veuille me réinitialiser, on va demander des informations qui vont vous permettre de vérifier vos données avant de pouvoir envoyer le mot de passe pour vous permettre de réinitialiser vos mots de passe. Donc, les méthodes sont celles qui sont là, soit une notification au niveau de l'application mobile. Donc, application mobile, ça peut être euh, Microsoft Authenticator. Donc, ou un code sur votre application mobile. Donc, si vous utilisez Microsoft Authenticator, vous pouvez générer un code là-bas. Ou directement un mail ou un SMS ou un appel sur votre téléphone mobile ou bien des questions de sécurité. Donc, vous pouvez sélectionner tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, généralement, on choisit deux à trois. Ne pas après, ne pas trop fatiguer ceux qui veulent réinitialiser un mot de passe. Après, quand vous allez choisir le nombre de questions requises pour pouvoir effectuer l'inscription,
à ce service parce que ce service nécessite, c'est vrai, une activation, mais aussi une inscription des utilisateurs à ce service. Je peux l'activer pour votre compte, oui, mais tant que on ne vous envoie pas une notification d'inscription pour renseigner les informations qui sont là, vous ne pourrez pas faire euh, la réinitialisation de vous-même. Donc, on va choisir le nombre de questions requises pour l'inscription. Donc, si j'ai sélectionné questions de, notamment, ils vont forcément vous demander de sélectionner le nombre de questions. Donc, vous pouvez mettre 3 à 4 en fonction. Aussi, le nombre de questions requiert la réinitialisation. Donc, ce sont, ce sont des informations qui seront utilisées plus tard lorsque vous voudrez réinitialiser votre mot de passe. Donc, quand vous finissez de configurer comme ça, vous enregistrez, automatiquement, il y a un lien qui est envoyé euh, à, à- on appelle ça, à l'utilisateur. Et donc, l'utilisateur, lorsqu'il se connecte, ils vont lui demander d'entrer son email, son mot de, comment on appelle ça, son numéro de téléphone. Et il va répondre aux questions qui sont requises pour l'inscription. Voilà. Donc, ici, le mieux, vous choisissez le maximum. Voilà. Ou vous choisissez le même nombre que vous allez utiliser aussi pour les questions requises pour la réinitialisation. Parce que vous ne pouvez pas choisir en bas, c'est-à-dire les questions requises pour la réinitialisation 5 et le nombre de questions requises pour l'inscription 3. Parce qu'après, comment on fait pour vérifier que c'est cohérent? Donc, généralement, on utilise en haut le plus, donc pour l'inscription, et en bas le moins. Sinon, on utilise le même nombre. Voilà. Donc, lorsqu'il va cliquer, il va renseigner ces informations, il va répondre aux questions liées à l'inscription et valider. Lors de la réinitialisation, ils vont lui demander de confirmer aussi ces informations et puis peut-être répondre à 2 questions. Une fois que c'est OK, il recevra le code. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc ici, faut savoir que on, on peut l'activer pour tout le monde, mais le mieux, c'est d'identifier exactement ceux pour qui on doit activer. Il ne faut pas permettre que tout le monde fasse tout et n'importe quoi. Donc, maintenant, on va voir euh, comment gérer les comptes utilisateurs. Donc, comment créer les comptes utilisateurs, gérer les comptes utilisateurs, créer des groupes, pardon, des comptes de groupe, attribuer des licences aux utilisateurs et groupes, et puis aussi, euh, dans les démonstrations, vous allez les voir dans les labs. Donc, parce que juste après ce module, on va faire un lab. Et cette partie aussi, donc, oui. Bon, tout compte fait, tout le module compte pour 20 et 25% à l'examen. Donc, créer des comptes utilisateurs. Pour créer des comptes utilisateurs sur Azure, c'est vraiment simple. Sinon, sur Microsoft Entra ID, c'est vraiment simple. Euh, Chaque personne qui a besoin d'accéder à une ressource de votre organisation au niveau de, d'Azure doit avoir un compte. Tant que vous n'avez pas de compte Intra-ID ou, ou bien sur Azure, vous ne pourrez pas vous connecter à une ressource sur Azure. Même sur Azure, vous ne pourrez pas. C'est pas possible. Donc, voilà pourquoi le compte, c'est l'élément vraiment de base au niveau de Azure. Donc, ce compte-là, il va vous servir à la fois à vérifier votre identité, donc tout ce qui est authentification, mais aussi à déterminer ce à quoi vous devez accéder. Et c'est ça qui est l'autorisation. Tous les comptes ne peuvent pas avoir accès à toutes les ressources. Même
sans qu'il y ait encore de politique ou de règles de sécurité même établies. On va le voir tout à l'heure parce que vous aurez deux types de comptes. Il y a des comptes invités et il y a des comptes membres. Donc, les comptes membres sont les comptes qui ont été créés directement dans Microsoft Entra ID. Donc, ici, comme vous voyez sur l'image, la nouvelle utilisateur. Donc, ceux qui ont été créés directement de cette manière sont membres. Ceux qui ont été synchronisés via euh, l'AD local sont aussi membres. Donc, ils auront un accès par défaut aux ressources. Mais vous avez aussi des comptes invités. Donc, au niveau de Intra-Easy, sinon de Azure, vous pouvez avoir des comptes qui ont un autre, bon, qui provient d'un autre gestionnaire d'identité. Donc, ça pourra être peut-être Gmail qui sera ici, au niveau des comptes identité. Ça peut être des comptes Microsoft aussi. Ça peut être des comptes avec des noms de domaines spécifiques, c'est-à-dire des noms de domaine d'une entreprise. Mais peut-être que ce sont des comptes aussi qui proviennent de Intra-ID, mais de l'autre organisation. Ça peut être aussi des comptes Gmail, des comptes Yahoo. Ça peut être aussi des comptes Google Workspace. Et comment inviter quelqu'un à rejoindre votre organisation ou bien à être euh, utilisateur invité? C'est simple. Euh, dans nouvel utilisateur, on va vous demander de sélectionner, soit envoyer une invitation. Quand vous dites envoyer une invitation, vous allez remplir en mettant le mail de l'utilisateur que vous souhaitez inviter, renseigner une des informations, c'est-à-dire peut-être le nom, le prénom, juste ça, le contact si vous voulez. En tout cas, vous remplissez normalement et lorsque vous cliquez sur inviter, automatiquement, un mail est envoyé à l'utilisateur pour lui demander de rejoindre. Bon, il a été invité par Intra-ID pour rejoindre le locataire tant, avec toutes les informations. Et une fois qu'il clique, automatiquement, les informations liées à son compte sont récupérées et automatiquement, il devient un utilisateur invité. Donc, cet utilisateur invité n'aura pas les mêmes accès ou bien les mêmes droits que un utilisateur membre. Donc, déjà, par défaut, il y a euh, des privilèges que chaque compte n'aura pas. Donc, vous allez voir ça dans les labs tout à l'heure. Créer des comptes Microsoft et des comptes invités. Et on va voir comment gérer les comptes utilisateurs. Bon, ça, j'ai été peut-être un peu en avant, j'ai expliqué en même temps. Donc, ici, on montre euh, les règles ou bien les options de gestion de compte ou de création de compte. Lorsque vous voulez créer un utilisateur, il faut savoir déjà quel rôle pardon, vous devez avoir un rôle spécifique pour pouvoir créer les utilisateurs. Tout le monde ne peut pas créer un utilisateur. Vous devez être soit, vous devez être soit administrateur général ou administrateur des utilisateurs pour pouvoir créer un utilisateur. Donc, par exemple, vous, on vient de vous créer, vous n'avez aucun rôle sur l'organisation. Vous êtes juste membre, vous ne pourrez pas créer un utilisateur. Pas possible. Vous devez contacter l'administrateur général ou dans certains documents, vous allez voir administrateur global ou l'administrateur des utilisateurs. Donc, c'est quelqu'un à qui ils ont donné des droits spécifiques. Il ne peut rien faire d'autre à part créer des utilisateurs. C'est comme des rôles délégués. On va voir ça un peu plus loin dans la formation où on donne un accès en fonction du rôle. Euh,
Lorsque vous allez créer l'utilisateur, vous allez renseigner les informations, donc photos, posts, coordonnées. Mais il faut savoir que tout ça, c'est facultatif. Voilà. Donc, certaines organisations remplissent bien pour avoir une bonne fiche utilisateur, d'autres passent dessus. Mais c'est très important de remplir. Franchement, il ne faut pas négliger ce type d'information. Donc, également, si vous, si vous supprimez un utilisateur, il y a la possibilité de le restaurer pendant 30 jours. Donc, c'est ce qu'on appelle les suppressions réversibles. Et il fonctionne comme une corbeille. Il fonctionne comme une corbeille. Donc, la corbeille de votre ordinateur, lorsque vous supprimez des fichiers, elles vont directement dans la corbeille. Vous avez, si je ne me trompe pas, je sais plus avec les mises à jour là, entre 25 et 30 jours avant que ça soit totalement supprimé. Donc, si vous voulez restaurer ces informations-là, et que vous le faites avant la limite du délai, vous pourrez à tout moment récupérer ces informations. Sinon, passé ce délai-là, les informations seront totalement supprimées, perdues. Voilà. Et vous pouvez créer aussi des nouveaux utilisateurs à partir d'un fichier. Voilà. Ça, il s'agit de la création en bloc. Ou bien, bon, souvent, vous allez voir bulk. Donc, ça dépend aussi de la langue. Mais voilà, la création en bloc, vous allez avoir un fichier euh, que vous allez renseigner avec les informations que vous souhaitez renseigner pour chaque utilisateur. Ce sera un fichier Excel CSV qui est séparé par des virgules. Sur la plateforme, il y a des exemples. Donc, il y a un fichier exemple, vous téléchargez, vous faites pareil. Voilà. Azure a vraiment facilité les choses. Donc, vous remplissez. Si vous avez, par exemple, des milliers d'utilisateurs et que vous ne voulez pas faire de synchronisation parce que peut-être vous ne maîtrisez pas, soit vous faites accompagner, soit vous faites de cette manière. Ou bien si vous êtes une nouvelle entreprise, que vous êtes totalement cloud et que vous n'avez pas d'ailleurs on-prem, bah dans ce cas, vous pouvez utiliser cette méthode. Vous remplissez doucement et après vous importez directement. Tous les comptes seront créés automatiquement. Et aussi, l'administrateur général comme l'administrateur des utilisateurs pourra avoir accès à tout le journal d'audit pour pouvoir suivre l'activité de ces utilisateurs. On peut dire que tout ce que vous faites sur Azure peut être totalement retracé. Par exemple, nous, dans notre cas, dans notre organisation, pour avoir accès à des ressources spécifiques, il faut monter en privilège. Et on a des packs, ou bien bon, on va faire simple parce qu'on va voir. On a des outils qu'on active au niveau des privilèges qui vont nous donner des droits administrateurs sur des ressources ou des groupes de ressources. On est totalement administrateur, ils vont plus faire tout ce qu'on veut. Mais lorsqu'on active ce privilège-là, c'est tous les administrateurs généraux sont au courant. Automatiquement, ils reçoivent des mails, ils reçoivent des notifications. Et puis, tout ce qu'on fait est logué. Il y a des traces, surtout. Tout ce que tu consultes, toute action que tu mènes, tout ce que tu vérifies, en fait, tout, dans le moindre détail. Donc, après, quand il y a des soucis, il est un peu facile de déceler qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Ah. Donc, c'est important de s'y connaître avant d'être sur Azure. Donc, vous faites bien déjà de faire cette formation. Donc, on a vu comment créer des comptes. Maintenant, on va voir comment créer des comptes de groupe. Il faut savoir que les groupes sont juste des collections d'utilisateurs. Parce que dans ces groupes, ce sont des utilisateurs que vous allez euh, attribuer, affecter ou
intégré. Donc, au lieu d'attribuer, par exemple, des permissions à chaque utilisateur, vous pouvez créer des groupes et, et attribuer ces permissions ou ces privilèges directement au groupe. Et tous les membres de ces groupes-là vont automatiquement hériter de ces permissions. Donc, ce qui facilite vraiment, vraiment, vraiment l'administration. Et l'objectif, c'est ça, hein. En fait, le 104 qui est l'administration au niveau d'Azure. Donc, ça, ce sont clairement des tâches d'administration. Donc, il y a une nouvelle personne qui arrive, un nouveau manager qui n'a pas accès à tellement de ressources. Il y a des groupes spécifiques auxquels vous devez l'ajouter pour qu'il puisse avoir accès. Euh, Par exemple, celui qui gérait les machines, qui était administrateur des machines virtuelles ou bien des VNet, donc de Virtual Network au-dessus Azure, n'est- ne fait plus partie de l'équipe. Qu'est-ce que vous faites? Vous le supprimez du groupe. Après une certaine période, ça dépend